Salut à tous, épisode 4 avec Astana. On est toujours sur PCM 2024 avec cette équipe qui va aborder toute la phase des classiques après l'épisode précédent où je vous avais proposé entre autres une magnifique issue assez imprévisible sur Tirreno Adriatico. Ici le menu est très très simple à définir. Le Grand Prix de l'E3, ça c'est déjà un beau défi. Suivi de Gand-Wevelgem, on simule la Catalogne pendant ce temps-là. Peut-être le Dwars door Vlaanderen juste après. On va voir si ça se joue. Le Tour des Flandres, bien sûr. Paris-Roubaix, je ne sais pas si je dois en parler, parce qu'on va se faire sûrement rétamer. Et puis la suite avec les Ardennaises, voilà. Donc jusque-là, on a rempli un objectif sponsor. On a aussi déjà rempli un autre objectif de saison, celui-là. Ok, on est plutôt pas mal. Et au niveau de la prospection, pour ce qui est de trouver le sponsor de l'an prochain, on n'a pas si mal avancé que cela, puisque certaines discussions sont assez solidement nouées avec des candidats à la reprise de Astana, qui s'arrêtent en 2024 de sponsoriser cette équipe-là. On sait qu'il va y avoir beaucoup de choses à rebâtir. On va partir dans une autre direction. Et voilà, ça commence au Grand Prix de l'E3. Alors, au Grand Prix de l'E3, déjà, j'ai déchanté au moment de découvrir cette petite page d'annonce de la course. Pourquoi ? Vous savez, je me suis aperçu que j'avais commis une erreur, qui est cette coupure juste après Tirreno. Vous allez me dire, ouais, mais si tu n'avais pas fait, la fatigue aurait explosé, le résultat aurait été presque le même. Peut-être, mais en l'occurrence, j'ai essayé de jouer sur un jour de course plus une coupure, mais ça n'a pas du tout marché. Et du coup, en fait, j'ai Ballerini et Lutsenko qui sont quand même nettement retombés à 88% de préparation pour aborder cette E3 Saxo classique. Bon, il va falloir faire avec. Je note que Wout van Aert n'est pas là car il est blessé. Et par ailleurs, Mathieu Van Der Poel n'est pas là. Là, c'est pas parce qu'il est blessé. C'est juste parce il y a eu ces choix-là qui ont été faits par le jeu. Les favoris principaux sont Philipsen, Pedersen, entre autres. Et j'ai voulu tout de suite tenter une chance de l'échapper. Ma foi, il faut tenter un petit peu avec Fedorov. Tant que Fedorov, je dis tant que, peut-être qu'il ne gagnera jamais rien de correct ou de prestigieux, mais tant qu'en tout cas il n'a jamais gagné de course prestigieuse, on va dire sa renommée est assez faible et donc il peut encore plus facilement participer aux échappées, notamment sur une course comme celle-ci. On voit qu'on a comme nom assez connu, vous les connaissez tous parce que vous jouez à PCM, mais il y a peu de coureurs vraiment connus dans l'échappée. Il y a peut-être Bissegger, on va quand même le dire, Adrien Petit, voilà. Il n'y a pas pléthore, Paul Pénoët, mais bon, voilà. Pas grand monde connaît Paul Pénoët dans le grand public, on va pas se mentir non plus. Il n'y a pas de référence dans cette échappée, sauf Bissegger, en vérité. Cette échappée va prendre, comme vous le voyez ici, j'ai fait du montage comme d'hab, pour essayer d'isoler des moments clés, des moments charnières. Puis après, on s'intéressera au final, qui va être forcément serré et peut-être à suspense. Et donc, que se passe-t-il ? Tout simplement que cette échappée a pris du corps, elle a pris de l'avance, elle s'est même, vous allez voir dans quelques secondes, elle va même s'enrichir de 3 coureurs qui sont revenus de l'arrière. On va les découvrir sans trop tarder. Au moment d'aborder l'enchaînement Paterberg Vieux Quarmont, on se retrouve avec une avance qui est pas mal, 2 minutes 30, sincèrement. J'aime voir ça. Donc oui, c'est Anthony Turgis, notamment Rasmus Tiller, qui nous ont rejoints. Je suis plutôt actif
avec Fedorov, parce que je pense que c'est ici qu'il faut un petit peu accélérer et peut-être provoquer la chance. Regardez, on va attaquer en fin de Vieux Quarmont. Ici, on va être juste suivi par Owen Dole, qui s'accroche bien. Hein, dommage pour moi, parce que il y a moyen de faire des différences assez rapides hein, sur la fin du Vieux Quarmont, sur la troisième partie, on va dire, ou deuxième partie. Et malheureusement, ce Owen Dole ne collabore pas et va donc mettre à mal les chances de ces deux coureurs-là. Par ailleurs, à l'arrière, il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs dans le peloton, qui a été essentiellement, on va dire, emmené par les Lidl Trek de Mats Pedersen. C'est essentiellement eux qui ont fait le boulot. On notera également la présence sur toutes ces classiques de Jonathan Milan. Sûrement qu'on le reverra à Gand-Wevelgem, comme peut-être candidat à la victoire finale d'ailleurs. Mais en tout cas, du Lidl Trek, en veux-tu, en voilà, ils sont très très forts. Et puis quand même quelques équipiers pour Philipsen. Mais le dénommé Philipsen n'a peut-être pas besoin d'en avoir beaucoup pour s'imposer, tellement il est fort. Allez, attaque de Lutsenko, faut tenter quelque chose. On va pas rester non plus les bras croisés à attendre un sprint sur lequel on est forcément battu. Donc c'est comme ça que je pars avec Fred Wright. Lutsenko, Fred Wright, dizaine de secondes d'avance. Et si ça réagit pas tout de suite, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Je fais énorme effort avec Alexei Lutsenko, en forme négative, en préparation assez bof à 88%, bref, enfin avec les moyens du bord. Hein. Et c'est comme ça qu'on va quand même aller chercher une jolie deuxième place derrière Fred Wright, qui va plus vite de toute façon au sprint. Il est beaucoup plus habilité à conclure ce type de scénario. Bon, petite satisfaction. Derrière, c'est Milan, Koy, Van Poppel, notamment, qui s'arrachent les places restantes dans le top 5 au sprint. Donc voilà, c'est un GPE3 qui n'est pas du tout du même tonneau que ce que j'ai déjà pu vous proposer, avec peut-être une explication bien plus grande sur avec de gros favoris et des mecs qui nous font vraiment rêver sur les pavés. C'était autre chose pour cette fois. Faut l'accepter, faut vivre avec. Cette deuxième place va peut-être inspirer de jeunes Kazakhs à la pratique du cyclisme. Sait-on jamais. Mais blague à part, Gand-Wevelgem 2 jours plus tard. Voilà, ça, c'est du concret. On va croiser les doigts, mais on n'est pas très armé. Je vais vous expliquer, en fait, mes sprinters, parce que vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que Kesbol, pourquoi est-ce que Cave, hein, pourquoi pas, hein. Mais sinon Max Kanter, pour parler de sprinter, peut-être plus poisson pilote, sur cette partie. Pourquoi est-ce que ces types-là ne sont pas là? C'est tout simple, hein, en fait, c'est que j'étais obligé de dissocier mes groupes de coureurs et tenir à fond compte de la préparation pour le Giro. Et donc, dans cette optique-là, il y a l'impasse de certains sur certaines courses où on aurait pu les envisager, quoi. Bon, bref. Toujours est-il que, en sortant de la zone de vent très longue, la première zone de vent du jour, eh bien, on peut pas dire que le peloton ait vraiment été impacté. Nous, franchement, on n'a pas bougé une oreille, hein, ni nous, ni les autres. Donc, voilà, neutralisation de la zone de vent, si j'ose dire. Ensuite, on se retrouve avec la petite envie de faire des cassures et d'éliminer, on va dire, une partie du peloton. On sait jamais, ça pourrait piéger un sprinter ou piéger un favori, que sais-je. Toujours est-il que par quelques petites accélérations, on a contribué et que ensuite il y a d'autres équipes qui prennent le relais, hein, vous voyez ici, à l'instar de Ineos, qui est jamais avare, hein, de ses efforts pour rouler.
Bon, pareil, on approche du Kemmelberg. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Il faut secouer le cocotier. Et tout ça pour dire que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut espérer, nous? On peut espérer une victoire sur Grand Wevelgem avec cet effectif. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait un sacré malentendu, hein. Mais qui sait, hein? On peut l'envisager. Ce qui est sûr, c'est que soit on sera opportuniste, soit on sera spectateur de la victoire d'un autre, quoi, hein. Et l'opportunisme, il peut être à ce moment-là envisagé pour peut-être Lutsenko, pour Ballerini. On a 2-3 cartes qu'on peut jouer. Peut-être Fedorov, c'est plus dur pour lui ici, car il ne dispose pas de capacité de sprint particulière, et puis que les secteurs pavés ne sont pas déterminants sur ce profil. En tout cas, ne l'ont pas été cette fois-ci, et pour qu'il le soit, il faudrait assister à une course plus débridée où certains ultra favoris prendraient les devants et utiliseraient leurs aptitudes particulières sur pavé. Regardez, on arrive dans une zone de la course où ça va attaquer plus ou moins dans tous les sens. Il va y avoir les petites tentatives des uns et des autres. Philipsen, Pitti et Pedersen pour le moment, avec j'allais dire une dizaine de secondes. Ils vont être plus ou moins repris par le travail de Jumbo et autres. Ça y est. Alors, qui va contre-attaquer maintenant cette fois? Allez, réattaque. Waouh. Qu'est-ce qu'il est percutant. Mats Pedersen à 15 km de l'arrivée, qui décide d'y aller. Et on peut dire que son attaque a été assez tranchante, car il inflige tout de suite un écart d'une trentaine de secondes à l'ensemble du groupe de 27 désormais, qui ont, pour le coup, pas mal de difficultés à réagir. Allez, Pedersen continue à creuser avec une zone de vent quand même assez inouïe. On est à plus de 40 km/h de vent latéral droit. Et honnêtement, on arrive à glaner quelques secondes. On a quelques coureurs comme ça qui essaient de réagir. Mais Mats Pedersen est droit comme un i. Il ne bouge pas. Et honnêtement, il sera bien compliqué d'aller le chercher, hein. On commence à le comprendre. Solide comme un roc, le Danois. Même si ici, quand même, on se dit qu'il manquerait pas grand-chose et que sur l'emballage final d'un sprint avec grosse accélération qu'on voit sur PCM, c'est quand même compliqué, trentaine de secondes. Je vais tenter ma chance avec Lutsenko, mais objectivement, c'est foutu. Pedersen devrait arriver à s'imposer, bravo. Me fait plaisir, hein, cette victoire. Moi, je suis toujours content que Mats Pedersen s'impose. Même si sur la toute fin, ça a été compliqué pour lui, avec évidemment Jesper Philipsen qui sprint et Van Poppel qui vient prendre une méritée troisième place, pardon. Je dis méritée parce que Bora a joué le jeu et Van Poppel a tenté des petites choses. Donc ça va. Et nous, on était vraiment en difficulté, hein, sur ce Grand Wevelgem. Je vous l'ai dit, hein, les armes dont on dispose, elles sont assez maigres, assez modestes par rapport à des coureurs d'une autre trempe. Voilà. Donc magnifique victoire de Mats Pedersen après celle de Fred Wright sur le GP E3. Avec cette blessure de Van Aert et finalement cette inefficacité relative de Van Der Poel, on assiste à autre chose que ce qu'on a pu voir sur des précédents opus dans mes parties. Donc c'est plutôt, on va dire, distrayant. Même si moi j'aime toujours quand ce sont les tout meilleurs qui s'expliquent. Je préfère en tout cas. Mais pas de problème. Pas de problème. On prend les choses telles qu'elles sont. Quelques jours plus tard, le Dwars door Vlaanderen, qui
qui va livrer également son verdict. Ouais, c'est une course qui peut s'avérer très intéressante dans certains cas, qui peut l'être un peu moins parfois. Tout dépend un petit peu de l'animation, du profil. En l'occurrence, ici, vous voyez, le final ne propose que trop peu de difficultés pour pouvoir envisager quelque chose d'amusant et d'original. Ça sent très très fort le sprint. Puis vous savez, avec ces virages là comme ça dans les derniers kilomètres, qui font finalement que celui qui va déclencher un peu avant les autres, il sera vainqueur, surtout si c'est un très bon sprinter. Donc à voir, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. On va bien voir la façon dont ça se termine. À 30 km de l'arrivée, en tout cas, on est présent à l'avant, toujours dans le placement sur ces courses-là. Le placement toujours en première priorité. Et puis ensuite, une forme d'opportunisme. Des fois ça veut pas. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs ici. Au moment où je demande à Fedorov de produire un effort, j'ai l'idée du sprint, mais bon, modestement, hein, avec Ballerini, dans le cas où il resterait plus que 4 ou 5 coureurs pour essayer de chercher une place. Puis sinon, il y a aussi peut-être, mais vous voyez, c'est en train de s'amenuiser les espoirs, peut-être l'idée d'inclure Lutsenko dans une petite échappée. Allez, ça sort. Non, ça va. Velléité avortée, Lutsenko a tout donné. Il est épuisé, et puis je crois que c'était pas forcément son jour. Fedorov, en revanche, dans une roue, et Ballerini en vrai espoir. Hein. Vrai espoir de sprint. Allez, à quel moment est-ce que Philipsen et consorts vont lancer moins de 3 km de l'arrivée? Moi, j'essaie de prendre la bonne roue, hein, vous vous en doutez. Hein. Et là, waouh, qu'est-ce qu'elle était tranchante celle-là, bien joué. Bien joué. Attaque magnifique, mais regardez, insuffisante. Waouh, incroyable retournement de situation. On a pensé que Fred Wright allait refaire le coup, et ça n'a pas suffi. En fait, c'est Philipsen devant Pedersen et Van Poppel encore qui vont constituer le podium. C'est la petite revanche de Philipsen après la victoire de Pedersen sur Gant-Wevelgem. Bref, ces deux-là paraissent assez intouchables, mais c'est bien logique. Donc voilà, après moi je suis très content, hein. Petite 8e place, là ça fait plaisir. La saison de Pedersen, Milan-San Remo, bon, 2e à Gant-Wevelgem, victoire sur à travers la Flandre, pas mal pour le moment. Puis c'est pas fini, on arrive au Tour des Flandres. Alors, sur le Tour des Flandres, même équipe, même constat, toujours la petite méforme de Lutsenko, c'est de ma faute, je l'ai dit. Et puis, de toute façon, c'est pas la carte principale de cette équipe. Ici, pour moi, regardez, au vu des formes du jour, il y a Ballerini qui est une vraie option. Il y a Sreling, mais il faut vraiment le dire du bout des lèvres. Et puis après, il y a quand même Fedorov sur un scénario favorable. Donc au-delà de ça, il n'y a rien pour nous. On n'est pas invité. Et ça va être très très compliqué. Donc le Tour des Flandres, course sur laquelle il faut faire preuve. Tiens donc, comme d'habitude, qu'est-ce que c'est original? De patience et jouer vraiment à l'économie. Hein, c'est crucial selon moi. Il faut jouer à l'économie, il faut jouer encore une fois sur le placement. Et moi j'utilise toujours cette mini-structure pyramidale sur laquelle ceux que je considère comme les 2 meilleurs vont être protégés pendant le plus longtemps possible.
Et une fois que les deux protecteurs vont sauter parce qu'ils seront épuisés, trouver un ou deux autres protecteurs, mais au final à la fin de ma pyramide, peut-être que le moins bon des deux que j'avais protégé au départ sera le protecteur ou l'assistant, dirons-nous, du meilleur des deux, ou en tout cas celui qui me paraît avoir le plus de chance. J'espère avoir été clair, je ne suis pas certain. En tout cas, j'ai protégé Lutsenko, Fedorov et Ballerini. Alors là, vous voyez, contre-exemple, j'en ai protégé 3, mais c'est la même chose. Même chose, t'en protèges 3. Ça veut dire que après, tu vas utiliser l'un des 3 pour aider les 2 autres, etc., etc. En l'occurrence, ici, au deuxième passage du vieux Quarmont, on essaye de pousser un petit peu l'IA à réagir, notamment avec cette accélération de Fedorov qui a Ballerini dans la roue. Ensuite, avec un petit effort intéressant dans le Paterberg pour Ide Sreling. Et de toute façon, après, vous savez très bien que ça va jamais se calmer. Ça se calmera jamais après ce deuxième passage au vieux Quarmont, Paterberg, Koppenberg, etc. Et il y aura très peu de répit avant le final. On est déjà dedans, de toute façon. 45 km de l'arrivée, Koppenberg, parfois déterminant, pas ici. En tout cas, on continue avec Fedorov. Allez, on a tenté un truc. Vous avez vu, j'ai tenté de sortir avec Ballerini, Fedorov, à voir qui va réagir. On essaye de devancer, en fait, l'action des tout meilleurs et leur passage à l'offensive. Mais regardez, ça va tout de suite échouer, dans le sens où ils ont immédiatement réagi. Donc, bon, dans ces conditions-là, on se calme, on laisse un peu contre-attaquer, on laisse se fatiguer certains des tout meilleurs. Attention, Tyenberg, là, il y a des erreurs à pas commettre ici. Il faut absolument se porter, voilà, au contact du groupe Bettiol, sachant que Fred Wright, encore une fois, est parti dans une aventure. Qui sait, peut-être. Philipsen également s'est lancé à l'avant. Il est même seul en tête. Étonnant. Étonnant. Je pense pas que ce soit la meilleure chance, mais qui sait. Pour Philipsen, et voilà, ici, dans le Aude Kreuzberg, on va voir un regroupement des favoris. Favoris au sein desquels on pourrait mentionner, si on le souhaitait, l'ami Lawrence Pitty. Hein. Honnêtement, il est en tout cas outsider, quoi. Hein. Le mec est quand même fort. Hein. C'est la... Tiens, j'ai pas dit, mais c'est la course de reprise de Wout van Aert. Donc, inutile de préciser qu'il n'existera pas. Il ne pèsera pas au moment important. Et c'est parti pour l'enchaînement Vieux Quarmont, Paterberg. J'essaye, vous voyez, de manipuler l'effort curseur parce que je ne veux pas non plus servir la victoire. Oh là là, ça y est, il est parti. Servir trop la victoire sur un plateau à Van der Poel. Je préfère regarder un petit peu. Regardez, il ne reste pas grand-chose. Regardez un petit peu, mais trop difficile, trop épuisant, le Vieux Quarmont. Trop fatigant de suivre les tout meilleurs. Ici, on s'est calé dans des roues pour aborder le Paterberg. Et Van der Poel, seul en tête. Ah, Mohoric a quand même réagi. Et non, il est incapable de suivre au sommet du Paterberg. Christophe Laporte est là. Et puis, c'est sauf qui peut, quoi. Sauf qui peut. On n'a plus rien. Fedorov est dans un groupe avec Ganna et Lascano. En revanche, Ballerini, je l'ai calé dans la roue de vous devinez qui, hein, à savoir Mats Pedersen. Accélération de Tige Benoît pour essayer de reprendre Mathieu Van der Poel. À qui est-ce que tout cela va profiter? En tout cas, pas à Mohoric ni à Fred Wright, qui ont payé cher leurs efforts
déjà nombreux. Van der Poel qui semble inexorablement reprendre un peu d'avance. Qui va rouler? Est-ce que Stuyven ferait pas le boulot un peu pour aider Pedersen? Non. Apparemment, il ne reste plus grand-chose. Ah, voilà, quand même. J'allais dire, il y a bien un moment où il va falloir... Oh là là, Mathieu Van Der Poel qui a craqué. Et donc, ça va terminer en sprint à une dizaine de coureurs. Et le sprint, dans ces conditions-là, pour qui est-ce qu'il va être? Stefan Kung, ce n'est pas sa spécialité. Et c'est Mads Pedersen qui va s'imposer ici, devant Laporte, Ben Turner, Stefan Kung. Et on va avoir l'immense joie de prendre une jolie 5e place avec Davide Ballerini. Honnêtement, celle-là, elle est de l'ordre du presque miracle. Hein, et puis, on n'était pas invité, honnêtement. Impossible d'aller jouer à victoire sur ce Tour des Flandres. Ça pose la question au niveau de la construction d'équipe future. Ben, qu'est-ce qui va être envisagé pour avoir quand même un peu plus de compétitivité sur les Flandriennes? Ça dépendra aussi, vous me direz, de la nature du sponsor. Hein. Mais comme on a envie de jouer un peu sur tous les tableaux, au final, d'avoir une chance, quoi. Peut-être, je pense à... Parce qu'au vu du marché, Mads Pedersen, ça va être beaucoup trop cher. Donc peut-être Alberto Bettiol pour être une pioche intéressante. En tout cas, c'est un nom que j'ai en tête et c'est presque le plus réalisable. On verra, en tout cas, on reparlera de tout ça. Vous voyez que on est dans une période charnière sur laquelle la prépa du Giro s'effectue. Il faut pas oublier le Tour de France. Pas oublier de caler des stages. Vous voyez que la majorité des participants, enfin même 7 sur 8 des coureurs prévus pour le Tour de France participeront au Dauphiné, on va dire 3 semaines plus tôt. En revanche, j'ai complété avec une participation au Tour de Suisse, ce qui va comme ça un peu bloquer des dates et rendre finalement les stages possibles seulement à certains moments. En fait, c'est pendant le Giro qu'il faut absolument aller faire ces stages de préparation au Tour de France. Donc il y a bien sûr le stage de Barcelonnette pour couvrir, je crois, les 5 dernières étapes de ce Tour de France. 3e semaine déterminante peut-être pour aller chercher là où les victoires d'étape qui nous manqueront jusque-là. Stage de Chambéry est moins impactant. Celui de Tarbes l'est un peu pour les 2 étapes pyrénéennes de la 2e semaine. Et puis sinon, il y a aussi le petit stage à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, je suis allé mettre en place ça, dépenser un petit peu mon argent. Vous voyez, ça devrait nous rendre plus forts d'avoir ces stages-là qui vont... Alors là, je rajoute une course, vous savez pourquoi? J'ai toujours peur que les mecs râlent parce qu'ils n'ont pas couru depuis 30 jours. T'es en préparation, gros. Arrête de nous saouler, mais bon, bref. J'ai ensuite simulé la semaine suivante pour assister à une victoire de Tadej Pogačar sur le Tour du Pays Basque. Donc on voit que sûrement c'était cette période-là qui était ciblée dans les préparations des gros leaders. Puis après, évidemment, on arrive à Roubaix. Donc Paris-Roubaix, la course du calendrier sur laquelle j'ai le plus peur d'être ridicule avec moi, ma pauvre équipe Astana. Vous voyez que je me suis privé de la présence de certains que je veux voir récupérer avant les Ardennaises. Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, Stefan Kung, Wout van Aert.
sont les 4 principaux favoris, peut-être. Et ouais, je me suis privé de la présence de Lutsenko parce que le pauvre, il valait mieux qu'il se fasse un vrai repos avant l'Amstel Gold Race. Et puis, donc, le leadership sera pour Fedorov. Et peut-être que ID Sreling aura quelque chose à jouer, mais là-dessus, j'ai pas de certitude. J'ai pris le vétéran Gazzoli pour un petit peu encadrer. Et advienne que pourra, sachant que Ballerini, héros de la semaine passée, se retrouve avec un -3. Pour lui, le spot de forme est passé. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à se reposer d'ici à la préparation du Tour de France pour Ballerini. Premier secteur, les premiers secteurs pavés arrivent, les crevaisons qui vont avec. J'ai déjà eu une crevaison pour Gazzoli, une autre pour Ballerini. C'est pas fini. C'est pas fini. Je crois que Gazzoli, entre les chutes et les crevaisons, il y aura eu 5 ou 6 incidents dans ce Paris-Roubaix. Ce qui fait que très très rapidement, il se fera distancer et on pourra plus vraiment compter sur lui, ne serait-ce que sa protection. Rudiger Zelik va être au four et au moulin pour essayer de protéger Fedorov, mais aussi parfois ravitailler en bidon. Le ravitaillement, c'est un sujet un peu compliqué par endroit. Bref, il y a vraiment à faire dans tous les sens. Allez, on arrive à la trouée d'Arambert. Ici, il faut essayer de sortir juste indemne. Allez, crevaison de Zelik. D'une part, vous allez voir, on va s'enchaîner une petite crevaison supplémentaire là parce que ça suffisait pas. C'est Max Kanter qui crève également. Nos 2 protecteurs allemands ont crevé dans la trouée d'Arambert. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec plus que 3 hommes vraiment à l'avant. Mais nos deux guerriers vont revenir. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est compliqué. Moi, je reste en effort 88, puisque qui peut le plus peut le moins. S'il y a un effort 73 qui est requis, ben, le mec récupère. Par contre, j'accepte d'aller jusqu'à 88 pour pouvoir éventuellement suivre la cadence. Ce qu'il faut bien préciser, je crois l'avoir déjà dit, mais je le redis, c'est que Wout van Aert, sur cette campagne, déjà, était absent dans un premier temps, puis est réapparu au niveau du Tour des Flandres, mais il est complètement hors de forme. La faute à je ne sais plus quelle blessure, mais plutôt sérieuse, au moment du Tour d'Algarve, qu'il allait remporter, mais finalement sur lequel il a dû abandonner. Et donc Wout van Aert est là, mais ça n'est pas sur lui qu'il faut vraiment compter. Ça attaque un peu ici, vous avez vu Fred Wright, Filippo Ganna notamment. Hein. Il y a plusieurs coureurs comme ça qui ont essayé de sortir alors même que l'échappée du matin n'est pas reprise. Bon, on peut pas dire que ça roule de manière démente. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai échoué à ravitailler et que ça devient urgent. Il faut ravitailler très très rapidement si on veut pas se retrouver en difficulté. Bon bah voilà, là maintenant on est sauvé. On aura ce qu'il faut comme bidon jusqu'au bout et on arrive dans un secteur déjà totalement clé, celui de Mont-Saint-Pével, avec toujours Bol pour pouvoir protéger un petit peu avec les forces de chacun qui réduisent et Sreling qui va devoir bientôt passer en protecteur. Voilà, il n'y aura plus que Fedorov protégé par le Hollandais Sreling. Au moment où, regardez, la jonction s'effectue. Alors les petites attaques un peu dans tous les sens n'auront pas été énormes. Regardez, il y en a une belle ici, là. Énorme accélération de Mathieu Van Der Poel, qui est tout seul à partir ici, à un petit peu plus de 40 km de l'arrivée. Est-ce qu'il peut aller au bout? Regardez, non. Il va être rapidement repris par le travail conjoint de Lidl Trek ou de Visma, mais aussi les attaques incessantes, les relances d'Ineos et autres. Il y a vraiment du monde ici. Nous, ici, on fait juste gaffe
à pas rater le moment où il y aurait la bonne attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois où il y a un moment, tu dois pas le rater. Et si tu le rates, ben la course elle est foutue pour toi. Et moi je fais juste gaffe à ça en fait. Mais apparemment tout est sous contrôle. Il y a encore des gens pour rouler. Attaque de Filippo Ganna, Stefan Kung. Également, sa contre-attaque derrière. Donc évidemment, ça sert à rien pour Fedorov d'y aller dans ce contexte-là. Il faut plutôt attendre une accalmie ou bien que tout le monde soit très très fatigué, par exemple. Ça peut être une option. Allez, c'est Christophe Laporte maintenant qui y va de la sienne. Alors, c'est pas forcément si mal joué que ça, hein, parce que c'est un moment assez crucial pour attaquer. On n'est pas encore dans le final de la course, carrefour de l'arbre, précédé de Canfin en Pével. Donc ouais, pas forcément un mauvais plan. Attaque également de Mats Pedersen. Du coup, ça gâche tout par rapport à celle de Christophe Laporte. Et là, je sais que je n'ai pas besoin de rouler tellement, puisqu'il y a encore les Ineos. Ils sont quelques-uns. Ils peuvent nous ramener à moindre frais. Regardez, voilà, Canfin en Pével. Alors, c'est vraiment l'endroit où ça se joue. Très souvent, Nils Politt et Alberto Bettiol avaient tenté la leur. Mohoric, on le voit, on l'a vu brièvement, est également présent. Ça va se jouer entre ces hommes-là, sans surprise. Regardez, hop, ça part à 6 là devant, 7, pardon. Et nous, on a beau faire un effort assez intense. Regardez, j'arrive au bout de mes possibilités. Donc, peut-être profiter du travail de Lascano et de Rex pour espérer un rapprochement. On va voir. En tout cas, je me suis calé dans une roue. Je me suis dit que Philipsen n'arrivera à rien. Mohoric, pour lui, c'est terminé. Et mince, les deux là avaient l'air d'arrêter de rouler, donc je roule. Tant pis, je donne tout ce qui reste. Mais au moins, on conserve une infime chance de reprendre le groupe des 7 juste devant, au sein duquel on n'a pas l'air de s'entendre. Ça ne s'entend pas, ça ne creuse pas, voire même ça se fait reprendre par 3 mecs qui sont très fatigués. Ça c'est la 18e crevaison de Ballerini. Regardez, voilà, ça va se jouer entre Turner, Politt, Bettiol, Kung, Van der Poel, Pedersen. Puis j'ai dû en oublier un. Allez, on est rentré. Il n'y a plus de doute. On sera top 10. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. On sera top 10. Regardez, ça s'arrête ici. Ça s'arrête totalement. C'est marrant. Hein. Donc, maintenant, il faut miser sur le bon cheval. Tout en sachant que Fedorov, en termes d'accélération et de sprint, c'est pas Arnaud Delis. Hein. Si j'étais là, dans cette situation à Paris-Roubaix avec Arnaud Delis, je pense que je gagne. Maintenant, ici, mon Dieu que ça va être compliqué. Allez, attaque. C'est parti. On accélère. Ça lance de loin. C'est Pedersen qui a lancé de loin devant Stefan Kung. Et tout le monde qui a pris l'aspiration. Bon, sans surprise, Fedorov, incapable de suivre. Et victoire finale pour Mats Pedersen devant Stefan Kung et Alberto Bettiol. Le pauvre Van der Poel qui avait tenté de loin, pareil pour Laporte, se retrouve éjecté du podium. Et la victoire ici de Pedersen. Pedersen qui vient, mine de rien, compléter un drôle d'enchaînement. Hein. Gand-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Alors ça, c'est vraiment réservé aux plus grands. De réussir cet enchaînement-là, c'est assez violent. Et bravo. Bon, après, moi, je considère que 10e, c'est vraiment bien pour nous. Et il y a 2-3 petits trucs, vous allez voir, à régler avant de basculer sur l'Amstel lié au sponsor. Donc, ce qu'on regarde juste très très brièvement, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce fameux enchaînement pour Pedersen, qui sera donc le grand bonhomme des classiques
flandrienne, quoi qu'il advienne, évidemment, pour lui, la saison, elle est archi réussie. Et puis, du côté du sponsoring, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que les contacts aboutissent sur une offre. Simplement, cette offre, elle est à un peu plus de 5 millions d'euros pour une saison. Et elle avec Vittel BMC Racing, qui ne m'intéresse pas trop en termes de territoire. J'avoue, je suis pas extasié par les propositions de territoire associées à Vittel et BMC Racing. Donc, si l'offre avait été financièrement impossible à refuser, je me serais peut-être fait une raison. Mais là, je crois que la proposition n'aboutira pas. Et il va falloir attendre, parce que j'ai quand même plus d'argent avec Astana, donc c'est quand même dommage d'accepter moins d'argent avec en plus des territoires qui conviennent pas beaucoup vis-à-vis de ce que j'ai en tête, que je tarderai pas à vous dire d'ailleurs, pour cette équipe. Et maintenant, place à l'Amstel Gold Race. Alors, dernière course que je vous propose de cet épisode, pour une bonne raison, c'est que je veux rester dans le format d'une 50aine de minutes, et vous allez voir qu'elle va être relativement intéressante. Un seul coureur sous pic de forme, c'est Schelling, avec tout le gratin, Pogačar, Roglič, Kelmose, Pidcock, j'en passe et des meilleurs. Il y a Remco, qui est là aussi. On a, nous, une équipe qui est bâtie autour de Schelling, d'une part, et Lutsenko, bien sûr. Valeur sûre sur ce genre de course que Alexei Lutsenko. On l'a déjà vu par le passé, pour le coup. Et je crois que l'Amstel Gold Race, c'est l'archétype de la course sur laquelle pas mal de choses peuvent se passer. Finalement, c'est une succession de côtes et de descentes avec donc un profil de puncher qui est particulièrement requis, mais un côté un petit peu semi-flandrien, dans le sens où on va retrouver pouvant jouer un rôle très important des coureurs qui sont pas seulement punchers, mais qui peuvent être également des hybrides entre le flandrien et le puncher. Donc c'est assez ouvert quant à la victoire dans une course comme celle-ci. Dans le final, après, ça commence à bouger. Il y a Mathieu Van Der Poel également, qui est dans les parages. Ça commence à bouger à une 50aine de kilomètres. Puis après, ça se relâche jamais. Et ça va sans cesse tenter, attaquer, relancer, se reposer, bien sûr. Bref, c'est Ciccone qui va allumer la première étincelle. Il est suivi par un groupe au sein duquel on retrouve Mathieu Van Der Poel et Tom Pidcock. Et là, c'est parti. Les mecs s'en donnent à cœur joie. Ça accélère dans tous les sens. Poggi est également de sortie dans ce groupe-là. Ça attaque de loin, en fait. C'est ça que j'adore. Ça attaque de loin. Ça, c'est une nouveauté de PCM d'il y a 2 ou 3 années, où ils ont décidé de se mettre au goût du jour et de faire attaquer les favoris potentiellement loin, avec des guillemets, de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque supplémentaire de la part des tout meilleurs, ce qui est vraiment dans l'esprit du cyclisme actuel. On a ainsi donc des velléités de Van Der Poel, de Pogačar. Puis en fait, le jeu pour nous, joueurs humains, à part évidemment si vous contrôlez quelqu'un comme les tout meilleurs, auquel cas vous pouvez vous faire plaisir. Ouais, on se repose, Charmy, Goumba, ils ont fait le boulot. Le jeu pour le joueur humain, surtout dans une équipe comme Astana, ça va être de bien avoir en tête que des cartouches, on n'en a pas 50. Je dirais même qu'on n'en a pas forcément 2. Et donc, il va falloir lâcher la bonne attaque ou le bon mouvement de course
exactement au bon moment. Et d'ici là, avec l'effort curseur, essayez d'avoir le meilleur placement possible. Et puis surtout avec les équipiers, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, Ballerini qui nous sert de protecteur, voilà, il est plus en forme qu'Aroubet, le pauvre, où il avait hérité d'une forme du jour calamiteuse. Et là, voilà, on bascule, hein, il n'y a plus que Velasco et Sreling, ainsi que Lutsenko, pour pouvoir peser, intentiner sur la course. Alors là, ici, je vais demander donc à Velasco de terminer en effort curseur. Vous voyez, à tout moment, j'essaye d'économiser Sreling et Lutsenko, parce que je sais très bien que c'est maintenant que ça va se jouer. On a un groupe ici qui roule très très fort sur les 10 de devant, au sein duquel Rota a tenté de sortir. Pourquoi pas? Et Sreling, c'est le moment. C'est le moment d'accélérer avec Lutsenko dans la roue. Ça s'est scindé devant, ça ne s'entend pas. Avec 4 hommes devant qui sont repris à l'instant. Et si on veut tenter quelque chose, c'est maintenant. Il faut tenter quelque chose maintenant. Donc je suis sur la barre jaune, hein, vous le voyez. Et il y a un moment donné où il va falloir y aller. Voilà, hop, Lutsenko qui attaque. Elle est tranchante. Elle est tranchante et elle fait plaisir, celle-là. À même pas 4 km de l'arrivée. Hein. Effort curseur soutenu avec derrière un groupe qui a du mal à réagir immédiatement. En fait, il fallait tout de suite contre-attaquer. Encore eût-il fallu en avoir les moyens, vu tout ce qu'ils se sont mis précédemment, comme attaque, comme contre-attaque, comme je roule contre toi, etc. Et c'est ainsi en fait que Lutsenko va ramasser cette victoire au nez, à la barbe des tout meilleurs. Bon, c'est une première victoire significative sur les courses d'un jour pour nous, donc elle est assez précieuse. Regardez ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que les ultra favoris ne vont pas réellement voir venir cette attaque à 4 km de l'arrivée de Lutsenko. Et puis surtout, à qui est-ce qu'il en reste? Regardez, il y a quelques coureurs qui essayent à ce moment-là d'accélérer. Mais il n'y en a aucun, en fait, qui dispose des ressources suffisantes. Regardez, Van der Poel avait l'incapacité d'y aller. Evenepoel, apparemment, avait trop donné. Johansen. Puis après, ils jouent tous la deuxième place, quoi. Ils jouent tous la deuxième place parce qu'ils ont compris que dès qu'ils ont laissé 15 secondes à Lutsenko, c'est terminé. Et c'est classique de partir comme ça dans le final de cette course, mais j'étais quand même assez content de le réaliser pour je vous dis, une première victoire significative. Et Dieu sait si elle n'est pas arrivée non plus facilement, avec aussi tous les échecs qu'on a pu connaître depuis le début de cet épisode et plus largement depuis le début de cette saison, où on s'est confronté quand même à des profils bien meilleurs que les nôtres. Alors pour une fois que ça sourit, on va pas bouder notre plaisir. À l'épisode suivant, je vous parlerai Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, ainsi ensuite que les dossiers, et donc forcément on regardera les sponsors, Vittel, BMC. Donc comme je l'ai sous-entendu, ça me pose un problème. L'argent proposé n'est pas suffisant et je vais avoir toutes les peines du monde, vu les fins de contrat, à recruter quelqu'un qui est des États-Unis. Donc ça va être trop compliqué. La Pologne et l'Allemagne aussi, c'est pareil, c'est pas évident. Je sais que Max Canter est sous contrat, mais quand ils parlent de territoire, ils attendent pas Canter, quoi. Ils attendent un petit peu mieux.
Donc, voilà, ça va être compliqué pour l'association Ricard CCC de me convaincre. Ensuite, on a également une autre qui est Etihad Lamprey, une compagnie aérienne, des Émirats, pourquoi pas. Par contre, les territoires, je prends quoi, moi, comme coureur des Émirats Arabes Unis? C'est un peu délicat, non? Bon, bref, ça encore à la limite, s'il y avait une offre qui était convaincante avec le retour de la Lamprey, sponsor historique, je dirais, pas forcément exclu. Etihad, c'est une compagnie aérienne. Ouais, ok. Skoda Renault. Skoda Renault, je sais pas trop quoi penser. L'association est intéressante. République tchèque et Slovaquie, ça va piquer. Hein. Donc, vous voyez, au niveau des sponsors, je suis pas super convaincu. Vous voyez notre baromètre de performance. Ouais, c'est qui ce mec? Vous le reconnaissez? Parce que celui-là, il va peut-être jouer un rôle dès le prochain épisode. Baromètre de performance, il est ce qu'il est, parce qu'on a pas mal simulé entre les classiques, en fait. Donc voilà, très embarrassant de voir en plus notre indice de performance baisser. Aïe aïe aïe, il va falloir jouer. Il va falloir jouer absolument et pas simuler trop. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.